Bonjour à tous. Sophie, I have to take it over. I have to take it to the process. Bonsoir à tous. Bonsoir. On va attendre encore 1 ou 2 minutes. Normalement, vous êtes 41 participants. Donc, on va attendre encore 2 ou 3 minutes. Stop hiding. Très bien. Écoutez, je propose qu'on commence parce que voilà, il est l'heure et que vous êtes à l'heure. Donc, s'il y a des retardataires, ils nous rejoindront. Donc, je suis Jeanne-Marie Pietro-Paoli, la directrice de l'Alliance française de Nijni Novgorod, et je suis ravie, voilà, de pouvoir vous rencontrer ce soir à l'occasion de cette dictée qu'on a souhaité organiser. On a, grâce à Zoom, la possibilité de pouvoir être à la fois en France, à Samara et à Nijni. Donc, franchement, il y a des bonnes choses, on peut se dire, dans cette période de crise sanitaire. Et bien sûr, c'est la francophonie. Donc, on est très heureux de vivre ce moment avec vous. Je voudrais vous demander à tous de couper vos micros parce que j'entends et on entend tous des bruits. Est-ce que vous pouvez tous couper votre micro, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc, ce soir, on accueille Frédéric Tellier, qui est comédien et qui va se présenter dans pas très longtemps. Je souhaite maintenant passer la parole à Pierre Mancini, qui est mon collègue, directeur de l'Alliance française de Samara. Pierre. Bonsoir, merci Jeanne-Marie. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup à nos amis de l'Alliance française de Nijni d'avoir initié un très beau projet théâtral en 2019 avec Frédéric Tellier qui est venu nous voir en Russie. Et merci beaucoup Frédéric d'avoir accepté de revenir nous voir, même virtuellement, en cette période difficile pour tout le monde. Ça nous fait très plaisir. Alors, profitez bien de cette dictée, de tous ces échanges qui auront lieu ce soir. Et puis, bon festival de la francophonie à tous. Merci beaucoup, Pierre. Et merci, en effet, de faire ce rappel qui est très important. Voilà, en effet, Frédéric est venu à Nijni, puis à Samara, où il a animé des ateliers de théâtre. À Nijni, il était dans 2 écoles et je sais qu'il y a eu des masterclass également dans la ville de Samara. Donc, on était sur le domaine culturel et sur l'éducation également pour les écoles. On était aussi dans la langue, bien sûr. On est toujours dans la langue, dans nos alliances françaises. On est dans la langue française, mais on aime bien aussi explorer d'autres domaines artistiques. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Frédéric pour qu'il vous souhaite la bienvenue et qu'il se présente à vous. Frédéric, à toi, tu es en France. Oui, bonjour en France, donc bonsoir pour vous. Il est un peu plus tôt chez nous. Je suis ravi
de cette proposition qui fait suite au stage, aux rencontres qui ont eu lieu il y a 1 an et demi maintenant, qui était un moment assez, je pense, bouleversant au sens le plus premier du terme, quoi, pour moi et pour les participants. C'était une vraie aventure de partager une expérience théâtrale ensemble. Donc voilà, je dois me présenter alors, c'est ça? Oui, c'est ça, Frédéric. Dis-nous, voilà, dis-nous quelle est, en quelques mots, ton activité professionnelle. Alors, mon activité principale a été pendant très longtemps d'être sur scène, de jouer et de diriger une compagnie, ce que je fais toujours, mais je suis également enseignant. J'enseigne le théâtre dans 2 endroits, une école à Paris, école Jacques Lecoq, et dans un conservatoire qui se trouve à Amiens, une ville du nord de la France, nord-ouest même, on peut dire. Voilà, et puis avant tout ça, j'ai fait de la danse, du chant et des études de littérature. Voilà, des études de littérature, c'est important. Voilà, tu es donc diplômé aussi, voilà, tu es aussi un ancien étudiant de lettres et c'est important de le souligner. Tu as aussi écrit des livres, hein, Frédéric, et tu es également passionné par les cultures théâtrales asiatiques. Oui, j'ai effectivement publié mes journaux de voyage au Japon, en Inde et en Indonésie, à Bali, où je suis allé observer et étudier, pratiquer aussi des traditions de danse et théâtre, qui sont des traditions ancestrales. Donc voilà, et puis j'ai aussi publié chez le même éditeur un livret d'opéra, livret d'opéra de chambre qui avait aussi pour thème un rapport avec l'Asie, puisqu'il s'agissait de la première immigration chinoise en France qui date de la Première Guerre mondiale de 14-18. Chose peu connue. Et voilà. Oui, tout à fait. C'est un fait historique qui est peu connu, en effet. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette présentation. Merci encore une fois de la part de toute l'équipe de nos 2 alliances de Samara et de Nijni de revenir. Voilà, on trouve que c'est formidable d'avoir ce retour après que tu aies pu animer ces ateliers dans nos 2 villes. Et c'est une grande chance pour nous dans cette période où on ne peut pas accueillir d'artistes qui viennent de France. On est très heureux d'avoir ce moment avec toi. Donc, on va entendre ta voix. C'est toi qui vas lire cette dictée. Donc, c'est un exercice, bien sûr, difficile pour des étudiants et des élèves russes, mais on est tous sûrs que vous allez très bien réussir. Mais on a surtout insisté ici sur la notion de plaisir. Voilà, il n'y aura pas de notes, ce n'est pas un concours. Donc prenez les choses avec plus de plaisir et avec voilà, vous allez écouter la voix d'un comédien et ça aussi, c'est quelque chose qui appuie sur une corde sensible. Donc sur votre écoute, vous allez travailler votre compréhension orale et faire le lien avec l'écriture. Je vais maintenant vous montrer une photo, voilà, une diapositive où on voit Frédéric. Pour ceux qui connaissent, vous reconnaissez donc la chèvre. Et c'est une photo voilà, que toutes les personnes qui viennent à Nijni ont plaisir à faire. Haut à droite, on le voit ici au théâtre piano à Nijni Novgorod. Et ici, il anime une masterclass dans la ville de Samara. Ce sont nos souvenirs de l'automne 2019 qu'on est heureux de partager avec vous. Et maintenant, on va entrer dans la partie qui concerne la dictée. Donc, c'est Frédéric qui a choisi le texte et il est extrait du livre de Marguerite Duras qui s'appelle L'amant, qui a été publié en 1984. Marguerite Duras, on en parlera après la dictée parce que ce qu'on vous propose, c'est qu'une fois que vous aurez terminé cet exercice,
on restera, si vous avez le temps, on passera un petit moment, pas très long, avec Frédéric pour qu'il nous parle justement de ce choix. Donc, vous aurez un peu d'informations sur Marguerite Duras. C'est une grande autrice française et pour ce livre, elle a obtenu le prix Goncourt. Voici maintenant des informations techniques pour vous. Donc, c'est une narratrice. Donc, le jeu est féminin pour la langue française. Vous savez que c'est important. Frédéric va vous dicter la ponctuation. Il y a ici 3 choses dans la dictée. Donc, le point, la virgule et 2 points. Donc, vous les voyez ici. Vous pouvez les noter pour vous. Donc, quand Frédéric dira point, c'est ce que vous voyez ici. Même chose pour la virgule et pour les 2 points. Et on vous donne 3 mots qui sont dans la dictée. Vous pouvez les noter. La surveillante, des métisses, dorénavant. Donc, je vous laisse noter parce qu'après, voilà, je vais fermer le document. PowerPoint. Donc, la surveillante des métisses et dorénavant. Je pense que tout le monde a eu le temps de noter. Et maintenant, il va nous rester à vous souhaiter donc un grand merci et bravo pour votre participation. On est très heureux que vous soyez avec nous ce soir. Et on vous demandera aussi de nous mettre dans le chat quelle est votre ville. Voilà, pour nous, c'est intéressant parce qu'a priori, nous n'avons pas que des participants qui viennent de... Donc, maintenant, voilà, je vais fermer le document, je vais fermer mon micro et je vais passer la parole à Frédéric. Bonjour à tous et toutes. Alors, je vais vous lire une première fois le texte, vous n'écrirez pas, et puis ensuite, je vous relirai le texte phrase par phrase et par groupe de mots, donc, et en vous donnant la ponctuation. Juste peut-être 2 mots sur le contexte où nous sommes. Nous sommes en Indochine, donc au Vietnam, ex-colonie française, dans les années 30-40, je ne sais plus très bien. Et voilà, pour que vous vous situiez un peu. Donc, comme l'a dit Jeanne-Marie, la personne qui raconte est une femme, c'est une narratrice. Donc, je vous fais une première lecture pour que vous entendiez le texte et vous écrirez après. Pour l'instant, vous n'écrivez pas. Elle dit, « Vous n'êtes pas allé au lycée et vous n'avez pas dormi ici cette nuit. Nous allons être obligés de prévenir votre mère. » Je lui dis que je n'ai pas pu faire autrement, mais qu'à partir de ce soir, dorénavant, j'essaierai de revenir chaque soir dormir à la pension, que ce n'est pas la peine de prévenir ma mère. La jeune surveillante me regarde et me sourit. Je recommencerai. Ma mère sera prévenue. Elle viendra voir la directrice du pensionnat et elle lui demandera de me laisser libre le soir, de ne pas contrôler les heures auxquelles je rentre, de ne pas me forcer non plus à aller en promenade le dimanche avec les pensionnaires. Elle dit, « C'est une enfant qui a toujours été libre. Sans ça, elle se sauverait. Moi-même, sa mère, je ne peux rien contre ça. Si je veux la garder, je dois la laisser libre. » La directrice a accepté parce que je suis blanche et que
pour la réputation du pensionnat, dans la masse des métisses, il faut quelques blanches. Ma mère a dit aussi que je travaillais bien au lycée tout en étant aussi libre et que ce qui lui était arrivé avec ses fils était si terrible, si grave, que les études de la petite, c'était le seul espoir qui lui restait. La directrice m'a laissé habiter le pensionnat comme un hôtel. Donc, je vais maintenant vous relire le texte et vous allez pouvoir écrire. Donc, je vais lire une première fois la phrase complète, puis je vous relirai la phrase par groupe de mots avec la ponctuation 2 fois. Et je relirai une seconde fois la phrase complète sans la ponctuation. Donc, première phrase. Elle dit, deux points, vous n'êtes pas allé au lycée et vous n'avez pas dormi ici cette nuit, virgule. Nous allons être obligés de prévenir votre mère. Point. Elle dit, deux points, vous n'êtes pas allé au lycée. Elle dit, deux points, vous n'êtes pas allé au lycée. Et vous n'avez pas dormi ici cette nuit, virgule. Et vous n'avez pas dormi ici cette nuit, virgule. Nous allons être obligés de prévenir votre mère, point. Nous allons être obligés de prévenir votre mère, point. Je relis toute la phrase avec la ponctuation. Elle dit, deux points, vous n'êtes pas allé au lycée et vous n'avez pas dormi ici cette nuit, virgule. Nous allons être obligés de prévenir votre mère. Point. Seconde phrase. Donc je vous la lis une fois avec la ponctuation. Elle est un peu plus longue. Je lui dis que je n'ai pas pu faire autrement, mais qu'à partir de ce soir, virgule, dorénavant, virgule, j'essaierai de revenir chaque soir dormir à la pension, virgule, que ce n'est pas la peine de prévenir ma mère, point. Donc je vous relis la phrase par groupe de mots. Je lui dis que je n'ai pas pu faire autrement. Je lui dis
que je n'ai pas pu faire autrement. Mais qu'à partir de ce soir, virgule, mais qu'à partir de ce soir, virgule, dorénavant, virgule, dorénavant, virgule, j'essaierai de revenir chaque soir, dormir à la pension, virgule. J'essaierai de revenir chaque soir, dormir à la pension, virgule. Que ce n'est pas la peine de prévenir ma mère, point. Que ce n'est pas la peine de prévenir ma mère, point. Je vous relis toute la phrase avec la ponctuation. Je lui dis que je n'ai pas pu faire autrement, mais qu'à partir de ce soir, virgule, dorénavant, virgule, j'essaierai de revenir chaque soir dormir à la pension, virgule, que ce n'est pas la peine de prévenir ma mère, point. Phrase suivante. La jeune surveillante me regarde et me sourit, point. La jeune surveillante me regarde. La jeune surveillante me regarde et me sourit, point. Et me sourit, point. La jeune surveillante me regarde et me sourit, point. Je recommencerai, point. Je recommencerai, point. Ma mère sera prévenue, point. Ma mère sera prévenue, point. Je recommencerai, point. Ma mère sera prévenue, point. Phrase suivante, un peu plus longue. Elle viendra voir la directrice du pensionnat et elle lui demandera de me laisser libre le soir, virgule, de ne pas contrôler les heures auxquelles je rentre, virgule, de ne pas me forcer non plus à aller en promenade le dimanche avec les pensionnaires. Point. Je vous la relis par groupe de mots. Elle viendra voir
la directrice du pensionnat. Elle viendra voir la directrice du pensionnat et elle lui demandera de me laisser libre le soir, virgule. Et elle lui demandera de me laisser libre le soir, virgule. De ne pas contrôler les heures auxquelles je rentre, virgule. De ne pas contrôler les heures auxquelles je rentre, virgule. De ne pas me forcer non plus à aller en promenade, de ne pas me forcer non plus à aller en promenade le dimanche avec les pensionnaires. Le dimanche avec les pensionnaires, point. Donc je vous la relis avec la ponctuation, toute la phrase. Elle viendra voir la directrice du pensionnat et elle lui demandera de me laisser libre le soir, virgule. De ne pas contrôler les heures auxquelles je rentre, virgule. De ne pas me forcer non plus à aller en promenade le dimanche avec les pensionnaires. Point. Phrase suivante. Elle dit, deux points, c'est une enfant qui a toujours été libre, virgule. Sans ça, elle se sauverait, virgule. Moi-même, sa mère, je ne peux rien contre ça, virgule. Si je veux la garder, je dois la laisser libre. Point. Elle dit, deux points. Elle dit, deux points. C'est une enfant qui a toujours été libre, virgule. C'est une enfant qui a toujours été libre, virgule. Sans ça,
elle se sauverait, virgule. Sans ça, elle se sauverait, virgule. Moi-même, sa mère, je ne peux rien contre ça, virgule. Moi-même, sa mère, je ne peux rien contre ça, virgule. Si je veux la garder, je dois la laisser libre, point. Si je veux la garder, je dois la laisser libre, point. Je vous relis toute la phrase. Elle dit, deux points. C'est une enfant qui a toujours été libre, virgule. Sans ça, elle se sauverait, virgule. Moi-même, sa mère, je ne peux rien contre ça, virgule. Si je veux la garder, je dois la laisser libre. Point. Phrase suivante. La directrice a accepté parce que je suis blanche et que, virgule, pour la réputation du pensionnat, virgule, dans la masse des métisses, il faut quelques blanches. Point. Je vous répète par groupe de mots. La directrice a accepté parce que je suis blanche. La directrice a accepté parce que je suis blanche et que, virgule, pour la réputation du pensionnat, virgule, et que, virgule, pour la réputation du pensionnat, virgule, dans la masse des métisses, il faut quelques blanches. Point. Dans la masse des métisses, il faut quelques blanches. Point. Je vous relis toute la phrase. Pardon. La directrice a accepté parce que je suis blanche et que, virgule, pour la réputation du pensionnat, virgule, dans la masse des métisses, il faut quelques blanches. Point. Phrase suivante.
Ma mère a dit aussi que je travaillais bien au lycée tout en étant aussi libre et que ce qui lui était arrivé avec ses fils était si terrible, si grave, que les études de la petite, c'était le seul espoir qui lui restait. Point. Par groupe de mots, ma mère a dit aussi que je travaillais bien. Ma mère a dit aussi que je travaillais bien au lycée tout en étant aussi libre. Au lycée tout en étant aussi libre. Et que ce qui lui était arrivé avec ses fils et que ce qui lui était arrivé avec ses fils était si terrible, virgule, si grave, virgule, était si terrible, virgule, si grave, virgule, que les études de la petite, que les études de la petite, c'était le seul espoir qui lui restait. Point. C'était le seul espoir qui lui restait. Point. Je vous relis toute la phrase. Ma mère a dit aussi que je travaillais bien au lycée, tout en étant aussi libre et que ce qui lui était arrivé avec ses fils était si terrible, virgule, si grave, virgule, que les études de la petite, c'était le seul espoir qui lui restait. Point. Dernière phrase. La directrice m'a laissé habiter le pensionnat comme un hôtel. Point. La directrice m'a laissé habiter le pensionnat comme un hôtel. La directrice m'a laissé habiter le pensionnat comme un hôtel. Point.
Je vais vous relire le texte au complet avec la ponctuation. Donc, on reprend au tout début. Elle dit, deux points. Vous n'êtes pas allé au lycée et vous n'avez pas dormi ici cette nuit, virgule. Nous allons être obligés de prévenir votre mère, virgule. Point, pardon, point. Nous allons être obligés de prévenir votre mère, point. Je lui dis que je n'ai pas pu faire autrement, mais qu'à partir de ce soir, virgule, dorénavant, virgule, j'essaierai de revenir chaque soir dormir à la pension, virgule, que ce n'est pas la peine de prévenir ma mère, point. La jeune surveillante me regarde et me sourit, point. Je recommencerai, point. Ma mère sera prévenue, point. Elle viendra voir la directrice du pensionnat et elle lui demandera de me laisser libre le soir, virgule, de ne pas contrôler les heures auxquelles je rentre, virgule, de ne pas me forcer non plus à aller en promenade le dimanche avec les pensionnaires. Point. Elle dit, deux points. C'est une enfant qui a toujours été libre, virgule. Sans ça, elle se sauverait, virgule. Moi-même, sa mère, je ne peux rien contre ça, virgule. Si je veux la garder, je dois la laisser libre, point. La directrice a accepté parce que je suis blanche et que, virgule, pour la réputation du pensionnat, virgule, dans la masse des métisses, il faut quelques blanches, point. Ma mère a dit aussi que je travaillais bien au lycée, tout et que ce qui lui était arrivé avec ses fils était si terrible, virgule, si grave, virgule, que les études de la petite, c'était le seul espoir qui lui restait. Point. La directrice m'a laissé habiter le pensionnat comme un hôtel. Point. Je vous relis le texte une fois, un rythme un peu plus, même si Marguerite Duras avait un débit assez lent lorsqu'elle parlait, je vais vous le lire de manière un peu plus normale. Elle dit, vous n'êtes pas allé au lycée et vous n'avez pas dormi ici cette nuit. Nous allons être obligés de prévenir votre mère. Je lui dis que je n'ai pas pu faire autrement, mais qu'à partir de ce soir, dorénavant,
J'essaierai de revenir chaque soir, dormir à la pension, que ce n'est pas la peine de prévenir ma mère. La jeune surveillante me regarde et me sourit. Je recommencerai. Ma mère sera prévenue. Elle viendra voir la directrice du pensionnat et elle lui demandera de me laisser libre le soir, de ne pas contrôler les heures auxquelles je rentre, de ne pas me forcer non plus à aller en promenade le dimanche avec les pensionnaires. Elle dit, c'est une enfant qui a toujours été libre. Sans ça, elle se sauverait. Moi-même, sa mère, je ne peux rien contre ça. Si je veux la garder, je dois la laisser libre. La directrice a accepté parce que je suis blanche et que pour la réputation du pensionnat, dans la masse des métis, il faut quelques blanches. Ma mère a dit aussi que je travaillais bien au lycée tout en étant aussi libre et que ce qui lui était arrivé avec ses fils était si terrible, si grave, que les études de la petite, c'était le seul espoir qui lui restait. La directrice m'a laissé habiter le pensionnat comme un hôtel. Voilà. C'est la fin de la dictée. Merci Frédéric. On va laisser à tout le monde, on propose peut-être voilà, 1 minute pour vous relire, mais pas plus, comme ce n'est pas un examen. On va vous envoyer dans le chat l'ensemble du PowerPoint. Donc, vous trouverez voilà, des photos, des informations sur Marguerite Duras, la référence. Et vous trouverez aussi en fin de PowerPoint une photographie du film. Frédéric en dira peut-être quelques mots. Voilà. Il y a eu un film. On pourra en parler. Voilà. Et donc un film de Jean-Jacques Hano, je crois qu'il date de 92, voilà, qui a été critiqué voilà, de différentes manières. Mais je sais que Marguerite Duras n'a pas aimé cette... Du tout. Pas du tout, voilà. Et, voilà. Donc maintenant, peut-être Frédéric. Voilà, la dictée est terminée, vous corrigerez ça tranquillement. Frédéric, Oui. est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu as choisi cet extrait? Alors, j'ai assez vite pensé à Marguerite Duras parce que c'est vraiment un de nos très grands auteurs, on ne peut plus dire contemporains, un de nos très grands auteurs du XXe siècle. En tous les cas, ça reste quand même si c'est le XXe siècle, une langue française contemporaine, quoi. Et qui a vraiment été importante et qui a tout petit peu disparu du paysage littéraire médiatique, hein, de la télévision. On en parle beaucoup moins, sauf sur les radios culturelles, type France Culture, qui sont vraiment... Voilà. Mais c'est vrai qu'elle a tendance un peu à disparaître. Je crois qu'elle commence à réapparaître, là, tout récemment. J'ai vu un très beau documentaire sur elle, sur Arte. Mais voilà, je trouve ça un peu injuste quand même. La place qui est la sienne me semble plus grande que celle qu'on lui fait en ce moment. Oui, alors elle a eu en effet un immense succès de son vivant. Je suis d'accord avec Frédéric parce que on a envie de dire que c'est une auteure contemporaine parce que elle est encore très proche. Elle est encore très proche en termes de temps et elle a aussi fait des écrits tout à fait incroyables. Elle a une œuvre énorme. Si vous regardez sa bibliographie, c'est assez faramineux. Elle a écrit vraiment de très nombreux ouvrages. Elle s'est intéressée aussi à l'actualité, sur des événements et des faits divers. Elle s'intéressait beaucoup aux faits divers. Est-ce que Frédéric, tu connais aussi un peu son cinéma, puisqu'elle a des liens très proches avec le cinéma? Oui, c'est quelqu'un qui a écrit pour le théâtre et qui a elle-même réalisé des films. Elle est auteure du scénario d'un film dont vous connaissez peut-être
le titre, Hiroshima, mon amour. Alors, elle ne l'a pas réalisé, elle a écrit le scénario, mais alors ces films sont assez étonnants. Hein, c'est vraiment pas du tout du cinéma commercial. C'est assez étrange, mais c'est beau. Et son théâtre aussi est assez étrange. Hein. C'est vrai que on l'a classée parmi en tant que romancière, on l'a mise dans ce qu'on appelle le nouveau roman, avec Nathalie Sarraute, Alain Robbe-Grillet et d'autres. On aime bien en France mettre les gens dans des chapelles, des écuries, de rattacher les auteurs à des courants artistiques. Bon. C'est vrai d'ailleurs, il y a des photos avec l'ensemble des auteurs des romanciers du nouveau roman où elle y est. Il y a une photo très célèbre. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Une chose très importante, c'est qu'elle est née au Vietnam. Elle est décédée en France, à Paris, mais toute sa jeunesse et son enfance, c'est au Vietnam, dans une colonie française, donc. Et elle en a gardé des souvenirs très forts. Sans doute une singularité aussi, parce que c'est pas seulement qu'elle était comment dire, une espèce d'apatride, parce que après, quel est son pays? Bon, oui, elle est française, mais on sent bien qu'il y a une étrangeté chez elle. Donc, c'est pas que des souvenirs, c'est vraiment une empreinte très forte. Il y a une étrangeté chez Marguerite Duras. Oui, c'est ça. Elle a vraiment été imprégnée de cette culture à la fois coloniale. C'est intéressant sur l'histoire de la France aussi. Enfin, quand on lit son œuvre, on comprend aussi l'occupation française dans ces territoires de l'Asie du Sud-Est. Frédéric vous a parlé d'Indochine, et c'est intéressant de regarder ce qu'était la carte de l'Indochine dans les années 1920, 1930, et bien sûr, après la Seconde Guerre mondiale, voilà, une recomposition. Donc ça, c'est aussi passionnant. C'est vrai que cette étrangeté qu'elle a, on la retrouve aussi voilà, dans beaucoup de romans. Elle a obsédé pendant toute sa vie, on peut le dire. Et je crois aussi qu'elle parle de ça dans Un barrage contre le Pacifique, qui est un roman autobiographique. Elle parle de son enfance et de sa jeunesse. Elle n'était pas parmi les colons français riches, c'est-à-dire qu'elle était pauvre parmi les Blancs et que sa mère s'est ruinée, a été ruinée, elle a été spoliée, elle a été trompée sur l'achat d'un terrain. Et donc, son regard en tant que colon, si on peut dire, est particulier aussi pour ça, parce qu'elle ne fait pas partie de la haute société coloniale. Elle est au banc de la société. Voilà. Donc, elle a... Et en même temps, on ne peut pas dire que la population vietnamienne soit présente dans ses romans. C'est très étrange. Mais il y a un regard critique sur la situation. Voilà. Oui, c'est ça. Il y avait voilà, c'est une société très cloisonnée. Voilà. Mais l'extrait que tu as lu, Frédéric, Ah oui. Il montre bien voilà, les métis, et il fallait aussi que dans le pensionnat, il y ait aussi voilà, des élèves blanches. Oui. Oui. Donc elle est dans ces contradictions aussi. Elle n'est pas tout à fait vietnamienne, évidemment. Elle ne se sent pas appartenir au monde des colons tout à fait non plus. Bon. Et puis alors dans ce roman, elle a une histoire d'amour avec un Chinois. Bon, ça c'est un scandale. Scandale énorme. Scandale énorme parce qu'elle était mineure dans le récit qu'elle fait. Donc scandale énorme, en plus à cette époque-là. Et aujourd'hui, ce serait encore scandaleux. Et avec un Chinois en plus. Et avec un Chinois. Donc,
Alors le film, oui, elle l'a détesté, à tel point, elle a détesté le film de Jean-Jacques Hano qu'elle a réécrit le roman après. Elle a écrit un deuxième roman qui s'appelle L'amant de la Chine du Nord, où elle raconte la même histoire. Elle était très fâchée. Oui, comme si ça avait annulé son œuvre et elle voulait reprendre voilà, ses travaux d'écriture, pas à zéro, mais voilà, comme si elle voulait reconstruire et réparer ce qu'elle a pris pour un affront. Donc voilà, vous qui êtes avec nous ce soir, si vous voulez regarder ce livre, ce film, regardez-le. Mais s'il y a un conseil que nous pouvons vous donner, c'est de lire le livre. Ah oui. C'est pas très long en plus, Frédéric. Hein. Non, c'est pas un livre très difficile à lire. Il n'est pas long. C'est une très belle histoire. Le film, évidemment, il est un peu à l'eau de rose. Oui. Bon, à apprécier, on va dire. Voilà, à apprécier, mais en tout cas, si vous voulez lire l'œuvre de Marguerite Duras, elle est vraiment immense. Je pense que c'est une auteure qu'il faut connaître, découvrir. En plus, comme l'a dit Frédéric, c'est une personnalité, cette femme. Alors, elle était étrangère, mais elle était étrangère à tout le monde. Elle a créé des conflits en France, il y a eu des scandales journalistiques. Donc, c'est quelqu'un qui s'est toujours tenu à l'écart aussi, on va dire, des salons parisiens, Frédéric. Bon, elle a une vie dure aussi, il faut quand même dire ça aussi, c'est que son enfance et son adolescence ont été difficiles. Elle s'est engagée politiquement dans tous les combats des intellectuels français de l'époque, puisqu'elle parcourt tout le XXe siècle. Elle est née en 1914, je crois, et elle est décédée à la toute fin, dans les années 90. Donc vraiment, elle parcourt le XXe siècle. Et elle s'est engagée dans plein de combats. Et une chose terrible, c'est son mari, Robert Antelme, a été déporté en tant que résistant. Et ça a été aussi, je pense, quelque chose de très, très important dans sa vie, d'avoir d'abord supporté ça, et puis après retrouver son mari, et dans quel état. Elle en parle dans un très beau livre qui s'appelle La douleur. La douleur, et Frédéric, on peut signaler aussi qu'il y a un film qui est sorti il y a 3 ou 4 ans, qui s'appelle aussi La douleur, qui est un très beau film où le personnage de Marguerite Duras est joué par Mélanie Thierry. Ah oui, d'accord. Oui, c'est un très beau film, franchement, à voir. Et on voit justement ce passage voilà, où elle attend, elle cherche son mari dans les bureaux de la Gestapo et on assiste ensuite au retour. Je ne l'ai pas vu, mais j'aime bien Mélanie Thierry, c'est une bonne actrice. Hein. Et c'est une très bonne, voilà, c'est une bonne interprétation voilà, du personnage de Marguerite. En fait, on l'appelait aussi Marguerite. Elle est devenue Marguerite. S'il y a une chose que je voulais vous dire, si vous avez l'occasion, essayez de voir des images d'archives avec elle. Parce qu'alors, elle a une manière de parler le français, un phrasé, c'est tout à fait étonnant. Aujourd'hui, c'est impossible de parler comme ça à la télévision française. Ça prend un temps infini, mais elle nous tient. On l'écoute, c'est très étonnant. C'est une bonne idée, très bonne idée pour nous aussi, professeurs, pour faire découvrir à nos élèves voilà, d'autres voix et une voix et une langue. Ouais. Alors, elle a des temps comme ça très longs de suspension avant de reprendre la parole. Et on attend, on écoute. Oh, c'est particulier, vraiment. Est-ce que parmi vous, alors, est-ce que quelqu'un souhaiterait dire quelque chose ou poser des questions? On a eu une question. Est-ce que Frédéric Tellier viendra à Nizhny Novgorod encore une fois? On est mal parti pour l'instant, je vais vous dire. Je ne sais pas chez vous comment c'est, mais la situation sanitaire en France, c'est compliqué. Hein. Je ne suis toujours pas vacciné.
Mes parents qui ont largement l'âge, ça a été un combat pour avoir la première dose de vaccin. On n'est pas sorti de l'auberge, comme on dit familièrement. Donc, on est parti de l'auberge, ça veut dire qu'on a encore quelques problèmes à régler. Donc, Frédéric, il est venu en 2019 et donc à Samara et à Nijni. On ne peut pas répondre, on peut dire qu'on espère que tu reviendras. Ce serait génial. Ça serait formidable. On est vraiment dans un moment très, très étrange. Là, demain, on a peut-être des annonces gouvernementales sur de nouvelles restrictions sanitaires, donc on est complètement en suspens. Oui. Voilà, on ne peut pas voyager, on va dire, les frontières de nos pays sont fermées. Donc, on est un peu bloqué. Heureusement, on a des livres et on a Zoom. Donc, ça nous aide beaucoup les uns les autres. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Est-ce que Pierre Mancini, le directeur de l'Alliance française de Samara, veut prendre la parole? Oui, ben, merci beaucoup Frédéric pour ce texte que je découvre. Je n'ai pas lu l'amant. J'ai lu le barrage contre le Pacifique dans le cadre de mes études. Et ça m'a donné envie de lire ce livre. J'espère que j'ai fait zéro faute à la dictée, puisque je l'ai faite. C'est bien ce qui me semblait. Je vérifierai ce soir. En tout cas, oui, c'est un texte qui est très fort et qui donne vraiment envie de découvrir le livre. Je crois que j'ai vu le film, en effet, mais pourquoi est-ce que... Pierre, juste pour dire, on a parlé parce que tu dis que le texte est très fort, peut-être faut dire quand même que pourquoi elle n'est pas rentrée au pensionnat et pourquoi elle se fait sermonner, c'est parce qu'elle était avec son amant chinois. Ce que ne sait pas la surveillante, ne savent pas les gens du pensionnat. Il faut s'imaginer ça, hein, dans un contexte colonial, une jeune fille blanche adolescente avec un indigène. Enfin, c'est pas vraiment un indigène, il est chinois et pas vietnamien. Mais enfin, non, c'est pour ça hein, qu'il y a cette réprimande. Bon, vous lirez. Excuse-moi, Pierre, je t'ai coupé. Non, pas de problème. Je vois qu'on a d'ailleurs une question dans le chat qui vient d'apparaître. Aimes-tu la littérature russe? Oui. J'ai beaucoup lu il y a quelques années, un peu moins ces derniers temps, en particulier Marina Tsvetaeva, que j'adore. J'aime beaucoup Dostoïevski aussi, bien sûr, les grands, hein, Pouchkine. Mais j'avoue que Tsvetaeva me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Akhmatova aussi. Ça vous laisse quoi? C'est formidable. En fait, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'une dictée, ça nous rappelle à chacun nos souvenirs d'enfance et qu'on avait peur, hein, parce qu'on a peur de faire des fautes et que quand on fait des fautes, on perd des points et qu'on a des mauvaises notes, qu'on va se faire disputer. Mais moi, depuis que je suis à Nijni, j'ai redécouvert les dictées. Mais on peut dire aussi qu'en France, il y a un grand monsieur qui s'appelle Bernard Pivot, qui était un journaliste, un grand lecteur amateur de littérature et qui a lancé la dictée de Bernard Pivot. Et en fait, c'était souvent l'occasion de pouvoir découvrir des textes et des auteurs, hommes, femmes, et de pouvoir trouver un lien entre la langue orale et la langue écrite. Et j'ai trouvé que Frédéric, ce soir, tu nous as permis d'entendre la voix d'un acteur, la voix d'un comédien, et que c'est très beau de se concentrer uniquement sur l'écoute des mots, la beauté des mots,
et que finalement, si on fait des fautes d'orthographe, ça n'a vraiment pas d'importance. Ce qui est essentiel, c'est la poésie de la langue et la beauté de l'écriture de ce texte de l'amant de Marguerite Duras. Donc, je pense que, comme Pierre Mancini l'a dit, c'est ça qui est essentiel. C'est que maintenant, il a envie de lire ce roman qu'il n'a pas encore lu. Donc, voilà, cher public, chers participants, je crois que on pourrait applaudir tous ensemble. On applaudit comment sur Zoom, je ne sais pas, mais c'est l'émotion qu'on peut envoyer avec toute notre gratitude. Voilà, les mains, voilà. Tout le monde envoie sa main, sa salutation pour t'applaudir, Frédéric. Et je crois qu'on t'adresse tous. Voilà, un grand merci. On a fait avec toi aussi un petit voyage en France. Je signale aussi qu'on a Chloé qui est là et Chloé qui va faire son stage à distance avec nous à Nijni. On est ravis de t'avoir avec nous. On a l'Alliance française de Kazagne. On voit qu'il y a un groupe de B2 qui est là. On leur envoie voilà, toutes nos salutations. Je vois des élèves à moi. Je suis très contente. Et je crois que voilà, tu nous as offert un grand moment dans cette francophonie de l'année 2021. Donc, voilà, on t'adresse tous nos remerciements. Merci à vous. Regarde dans le chat, voilà, Frédéric, tout ça c'est pour toi. Voilà, on t'envoie des fleurs à distance. Et je crois, chers amis, chers participants, qu'on va se quitter. Et on vous souhaite à tous une bonne francophonie. On espère vous retrouver dans divers événements. Et on vous souhaite d'avoir 0 faute à cette dictée et surtout de lire Marguerite Duras. Nous, on vous met tous 20 sur 20 à distance, comme on fait en France. Au revoir à tous. Bonne soirée. Merci, au revoir.